Les sorcières, ah là là, sur leurs balais flottants, leurs pommes empoisonnées et leurs sortilèges maléfiques. Qu'à présent s'exerce ton charme magique. Ça a l'air bien loin de nous, mais en fait, pas du tout. Alors Cristal, je vais commencer par vous. En un clic, tu peux facilement tomber sur des lives de sorcières qui t'expliquent tous leurs secrets. Certaines te proposent de lire ton avenir ou encore d'ensorceler ton crush pour qu'il tombe amoureux de toi. Je vais vous demander soit de faire un PayPal, donc un virement. Tu cours en fuyant ou tu te laisses embarquer. Et si tu penses qu'il s'agit juste de pratiques marginales, détrompe-toi. Carrément, ça m'a touché moi quand j'ai appris qu'une pote faisait de la sorcellerie dans mon dos car elle pensait que j'étais une sorcière. Tu dois te dire qu'elle est sacrément et t'as raison. Au début, j'étais choquée. Mais après, je me suis dit que c'est sûrement parce que quand quelqu'un me fait quelque chose, le karma lui rend en triple. Après, j'étais pas si vexée que ça parce que maintenant, être une sorcière, c'est cool et stylé. Bah oui, croiser par hasard une sorcière sur son feed, c'est même devenu banal aujourd'hui. Je dirais même que c'est devenu une mode. Mais du coup, est-ce que tout ça c'est juste un délire collectif autour de la sorcellerie? Ou bien, est-ce qu'il existe des forces bien plus sombres, prêts à flipper? Moi en tout cas, j'aime bien écouter des histoires qui font peur. Et pour ça, Nextory, le partenaire qui sponsorise la vidéo, est parfait. C'est une application avec une vaste bibliothèque de livres audio. Et en un clic, on a accès à tout genre d'histoires possibles. Des thrillers, des récits mystérieux, mais aussi des romans captivants, et même des BD, des magazines, ou des belles histoires d'amour. Personnellement, j'aime bien les histoires terrifiantes, bon, j'assume moins quand c'est avant de dormir. En ce moment, j'écoute Le Signal de Maxime Chatham. Il n'y avait que le noir, partout. Impossible de distinguer la moindre source de vie, ni le relief pourtant imposant qui l'entourait. À part ça, j'écoute aussi le livre de développement personnel, Un esprit bof dans un corps pas ouf. C'est assez déstabilisant et amusant. Vous n'êtes pas dépressive, vous êtes malheureuse. C'est différent. Pardon? Qu'est-ce que j'entends? En gros, il y en a pour tous les goûts. Et pour vous dire, ça m'a même réconciliée avec la lecture. Oui, il est possible d'écouter les livres, mais il est aussi possible de le feuilleter depuis son téléphone, et je trouve ça top. Bref, si tu veux découvrir Nextory, je t'invite à te rendre sur nextory.fr/tifasoa. Avec mon lien, tu as le droit à 45 jours d'essai gratuit au lieu de 14 en temps normal. Je te laisse le lien en description et j'ai déjà des frissons pour ce qui va suivre. Aujourd'hui, il reste très peu de sorcières, vous savez, de vraies sorcières. Ce qu'on appelle sorcières maintenant sont quelques petites jeunes qui ont appris ça par Internet en 3 jours. J'ai fait 10 ans d'apprentissage avec 3 maîtres différents. Des gens comme moi, ça n'existe plus. Donc, maintenant, le mot sorcière a perdu de son sens? Est-ce qu'allumer une bougie et faire une infusion au romarin au clou de girofle fait de toi une sorcière? C'est seulement ça parce que vu ainsi, ça a l'air simple et accessible. Pour moi, à la base, être sorcière, c'était faire de la magie pour influencer ta vie ou celle des autres. C'était une pratique réservée à une élite. Et c'était même quelque chose d'inné, et pas quelque chose qui s'apprenait sur les réseaux. Mais a priori, je suis complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, la notion de sorcière a beaucoup évolué. De nombreuses personnes se déclarent sorcières modernes, parce qu'en réalité, être sorcière, c'est bien plus profond. Contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire, il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une pratique et d'un mode de vie. On pourrait même dire que la sorcellerie moderne est une façon de vivre sa spiritualité. Parce qu'en effet, de nombreuses sorcières peuvent avoir telle ou telle religion. Par exemple, la religion Wicca. Une religion néo-païenne qui vénère la nature et la terre et qui pratique des rituels. Mais pour autant, tous les adeptes ne sont pas des sorciers. Pareil pour les hellénistiques, une religion autour des dieux grecs. Enfin à vos questions sur les coquillages dans ma pratique. En gros, être sorcière, c'est pratiquer un mélange de spiritualité, de méditation et de rituels, souvent basés sur des symboles ou des pratiques ancestrales, comme le tarot, l'astrologie ou les rituels de pleine lune. Lorsqu'une dispute éclate dans le foyer, une sorcière ne restera jamais là. Les énergies doivent être apaisées sur le champ. Premier réflexe, les chasser au balai, littéralement. En cherchant à rendre la magie accessible à tous, à avoir le titre de sorcière facilement, on a peut-être retiré une partie de son mystère, de son aura. Cette montée en popularité des sorcières est d'autant plus surprenante quand on pense qu'à une époque, c'était tout sauf tendance. Imaginez, nous sommes dans l'Europe au XVIe siècle. L'air est lourd, la peur règne dans les villages.
et chaque regard jeté à la dérobée peut être interprété comme un mauvais présage. La nuit tombe et sous la lueur tremblante des torches, un murmure traverse les ruelles. Il y a une sorcière parmi nous. À cette période, être accusé de sorcellerie, c'était une condamnation assurée. Les femmes en particulier étaient des cibles faciles. Une guérisseuse utilisant des plantes pour soigner une fièvre, une veuve un peu trop solitaire, toutes finiraient au bûcher. On a une époque où l'Église voit son autorité remise en question, ce qu'elle ne tolère pas. Toute personne qui s'écarte de la norme devient alors suspecte à ses yeux. Et ça touche même tous ceux qui utilisent des pratiques ancestrales qui dataient d'avant la religion, comme vivre au rythme de la lune, mélanger des herbes pour guérir des maux, etc. Il suffisait d'un simple malheur dans le village, une mauvaise récolte, une maladie, une naissance compliquée, pour que la rumeur de la sorcellerie commence à enfler. Les autorités religieuses et civiles finissaient par s'en mêler, les procès se mettent en place, puis la chasse aux sorcières commence. Et oui, les femmes sont les premières cibles évidemment, car elles sont toutes hystériques, hein, oui, c'est bien connu, et donc forcément possédées par le démon. On les brûle vives, les jette du haut des falaises. On les noie même. On appelle ça l'épreuve de l'eau. Car oui, la croyance voulait que l'eau était pure et allait forcément rejeter à la surface les sorcières. Tu vois la logique. Si tu remontes à la surface, t'es une sorcière donc on te tue. Et si tu coules, t'es innocente. Mais t'es morte noyée. Mais au moins t'es innocente. C'est le plus important. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un bon nombre d'entre elles l'étaient. Mais cette folie n'a pas touché que l'Europe. Elle a traversé l'océan pour hanter le Nouveau Monde. Et c'est en 1692 que l'histoire a pris une tournure sinistre dans un petit village du Massachusetts, Salem. Deux petites filles de 9 et 11 ans jouent à des jeux de divination. Lors d'une séance, l'une des filles dit avoir vu un spectre et ressent une angoisse oppressante. Peu après, elle commence à se comporter étrangement, convulsions et murmure dans une langue inconnue. Les médecins, incapables d'expliquer leurs symptômes, évoquent une possible possession. Sous la pression des notables, les filles, terrifiées à l'idée d'avouer leur propre pratique de divination, finissent par accuser d'autres villageois de les avoir ensorcelées. Rapidement, une vague de panique s'installe. Des dizaines de femmes, mais aussi des hommes, sont dénoncés comme des sorcières et sorciers. Ici, il n'y a ni logique, ni raison. Ce sont des aveux arrachés sous la pression, des accusations venant de rivalités anciennes, des règlements de compte camouflés sous le voile de la morale. Les accusés n'ont aucune chance. Certains avouent, espérant sauver leur vie, mais même ceux qui refusent de céder finissent par périr. Au total, une vingtaine de personnes seront exécutées. Et bien plus encore, emprisonnées dans des terribles conditions. Délire collectif? Ou est-ce qu'il y a eu des vraies sorcières avec des pouvoirs et de l'influence? Peut-être bien, et j'y reviendrai dans un instant. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a rien qui montre que c'était hype. Alors, pourquoi ça l'est devenu aujourd'hui? Carrément, beaucoup de sorcières autoproclamées vivent à Salem de nos jours. Et toute la ville tourne autour de cette pratique. Donc, je répète, pourquoi cette hype? Et j'ai aussi tué Sparky, bien sûr. Tout d'abord, on ne peut pas ignorer l'influence de la pop culture dans cette vague. Des œuvres cultes comme Harry Potter nous ont fait croire que le monde des sorciers existe et qu'il est incroyable. Tu es un sorcier, Harry. Pareil pour la série American Horror Story avec la saison Coven, ou même la série Agatha, qui ont en plus ajouté une touche de mystère et de glamour à la sorcellerie. Oh, regardez-moi cette allure de rockstar. Franchement, je crois qu'on aurait notre place sur la pochette d'un album. La sorcière n'est plus seulement une figure marginale, c'est presque devenu un archétype cool, puissant et intriguant. Et donc forcément, quand les réseaux sociaux ont démocratisé la sorcellerie, en rendant la discipline accessible à tous, il n'en fallait pas plus pour que ce soit l'explosion. Internet regorge maintenant de guides rapides ou de tutoriels en tout genre liés à la magie. Tu cliques sur une vidéo qui t'apprend à tirer des cartes de tarot. Une seconde plus tard, une autre vidéo te montre comment attirer l'amour avec une simple bougie rouge et un bout de papier. Ça te semble inoffensive, voire ludique. Mais qui sait, en jouant avec ces vidéos, tu participes peut-être à des rituels que tu ne comprends pas, réveillant des forces qui étaient endormies et qui attendaient juste que quelqu'un les invoque. Tu vois les retombées quand tu likes des bêtises? En tout cas, pour certains, ça permet de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, tout en restant dans leur chambre. Sans parler du côté esthétique et magique du contenu. Bougies, potions, herbes et amulettes. C'est très esthétique tout ça.
On est bien loin des grimoires, des balais et des cabanes poussiéreuses. Car oui, il y a aussi une part de validation derrière ces tendances. Être sorcière, c'est un moyen de se distinguer, d'attirer l'attention, de capter cette fameuse validation sociale que beaucoup cherchent désespérément. Les femmes que nous visons ont toujours le choix. Se joindre à nous et recevoir tous nos bienfaits. Qu'on se comprenne bien, là je parle pas des vraies sorcières qui le sont depuis des années. M'attrapez pas la veste, hein. Mais je parle des sorcières qui le sont juste pour les caméras. En tout cas, vraie sorcière ou pas, s'accentuer d'une part par le recul de la religion et de la spiritualité depuis quelques années, et d'autre part par la montée de l'individualisme et du matérialisme. On valorise l'argent, la réussite professionnelle, les possessions, mais il y a un revers à cette médaille. Certains ressentent un manque de repères et de sens, et font donc marche arrière en retournant au traditionnalisme. La famille, religion, bref, les grands classiques. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs. Mais d'autres empruntent un chemin différent pour retrouver une certaine spiritualité. Une spiritualité sur mesure prenant une reconnexion avec la nature, sans dogme imposé et plus inclusive. Oui, plus inclusive parce que la montée du féminisme joue un rôle à mon avis. Si on revient un peu en arrière, on se souvient que le terme sorcière était un terme sexiste. Et ça l'est toujours quand même aujourd'hui. Donc un terme sexiste souvent utilisé pour diaboliser des femmes indépendantes, puissantes ou simplement différentes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se réapproprient cette figure de la sorcière. C'est un symbole de pouvoir, de résistance contre la domination masculine. Nous bâtirons enfin un vrai matriarcat. Notre utopie! Et de la même manière que le N-word a été utilisé par les Noirs américains entre eux, de manière fraternelle ou humoristique, pour lui retirer son caractère insultant et raciste, certaines femmes, elles, ont peut-être voulu se réapproprier le terme de sorcière de manière valorisante pour revendiquer une certaine aura féminine loin des dictats de la société. C'est beau tout ça, non? Mais la réalité n'est pas si joyeuse. T'inquiète, on va explorer ce qui se cache derrière ce joli tableau, qui n'est pas si joli d'ailleurs. Parlons d'abord de gentrification. Parce que oui, même la sorcellerie n'échappe pas à ce phénomène. Mais c'est quoi la gentrification? Laisse-moi te donner un exemple. Tu vois les friperies? Ces boutiques qui permettent aux gens avec un budget serré de s'habiller pour pas cher, en donnant une seconde vie aux vêtements? Eh bien, aujourd'hui, avec la question de l'écologie, le recyclage et le zéro déchet, c'est devenu hype. Et forcément, quand quelque chose devient hype, les bobos débarquent, se mettent à acheter des vêtements de seconde main qui étaient, à la base, destinés à des personnes dans le besoin. Résultat, les prix montent et ceux qui avaient besoin de ces vêtements se retrouvent alors encore plus marginalisés. Eh bien, sache qu'avec la sorcellerie, il se passe plus ou moins la même chose. Certains magnétiseurs, dans leur cabinet chic, qui te facturent des séances de rééquilibrage énergétique à 150 € l'heure, et par ailleurs te proposent en soum-soum de maudire ta pote car elle est certainement jalouse de toi. Alors là, oui, c'est incroyable, je me sens libérée de tout. Mais ces mêmes personnes qui consultent ce fameux magnétiseur auront le culot de dénigrer ceux qui iront voir un marabout, alors qu'ils proposent un peu les mêmes services. Magnétiseur et marabout, les deux sont des guérisseurs. C'est juste que l'un est blanc et l'autre est noir. Mais vu que le marabout n'a pas la bonne couleur de peau, les bons vêtements et les bons éléments de communication, c'est sûrement lui le seul charlatan de l'histoire. Le magnétiseur, non, il est clean, car il a su percevoir que j'avais une énergie unique et qu'un blocage profond affectait mon aura. Et il va s'occuper de tu sais qui. Et c'est là que la question de l'appropriation culturelle se pose. Prenons le vaudou par exemple. Il est souvent réduit à des stéréotypes de poupées et de malédictions par les occidentaux, alors que le vaudou est beaucoup plus que ça. Il s'est développé dans les communautés d'esclaves déportés aux Caraïbes, puisant dans les traditions africaines. Pour les descendants d'esclaves, le vaudou représente bien plus qu'une pratique spirituelle. C'est une religion qui est l'un des derniers vestiges de leur héritage ancestral. Dans un monde où leur culture a été arrachée, le vaudou est devenu un moyen de résistance et de résilience, leur permettant de préserver et de célébrer leur identité. Tandis que d'autres le réduisent à des rituels exotiques pour faire sensation. Du coup, on va faire pierre, donc c'est luxation et entorse. Et donc c'est parti. Pierre. Et donc aux 10 000 abonnés, on achètera une autre poupée vaudou. Du coup, abonnez-vous. Ce qui devrait être une pratique spirituelle riche et respectée se retrouve moqué et vidé de son sens originel. Cette même pratique qui, selon la légende, aurait permis aux esclaves haïtiens de se libérer de leurs chaînes. Pendant que la Révolution française bouleversait l'Europe, une autre bataille pour la liberté et l'égalité se préparait de l'autre côté de l'océan. C'était la Révolution haïtienne. Ça commence une nuit sombre de 1791, quelque part dans le Bois Caïman, au cœur de la colonie française de Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti. Là, dans l'obscurité,
loin des regards des colons, des hommes et des femmes, humiliés, se rassemblent en silence. Ce n'était pas un pacte avec le diable, comme les colons ont essayé de le faire croire, mais bien plus effrayant pour eux. Des esclaves prêts à tout pour récupérer leur liberté par la force et la violence s'il le faut. Les esclaves appelaient les lois, des esprits puissants qui veillent sur eux, leur demandant la force de se soulever et de tenir bon. Un cochon est sacrifié en offrande, son sang est partagé entre les participants. Et puis, on raconte qu'une chouette morte est tombée du ciel, comme si les esprits eux-mêmes répondaient. Une plume de l'oiseau est passée de main en main, symbole d'invincibilité. Ce qui a suivi, de nombreux meurtres de chaque côté, des têtes d'esclaves accrochées sur des pics, des flammes qui dansent dans la nuit, mais une révolution qui ne meurt pas. C'est comme si les esprits, au lieu d'offrir l'immortalité au corps, l'avaient accordée à la révolte elle-même, jusqu'à l'indépendance de la colonie et l'avènement de la première République noire. Véritable magie qui a galvanisé les esclaves ou simple effet placebo? Si c'est bien un effet placebo, c'est fascinant de voir à quel point la simple conviction de quelque chose peut décupler nos capacités, nous rendre plus forts ou même changer notre état d'esprit. Mais c'est là aussi que ça peut déraper. Et certains escrocs guérisseurs savent bien en jouer pour justifier leurs arnaques et ne pas culpabiliser. Ils te diront « Même si j'aime pas vraiment cette personne, au final, ça finit par se sentir mieux, c'est que je l'aide vraiment. » Mais la réalité est bien plus compliquée. Si un guérisseur propose à une personne de la soigner, ça peut la convaincre que quelqu'un lui a vraiment jeté un sort et la rendre encore plus anxieuse, la pousser vers des comportements autodestructeurs et donc la convaincre que quelque chose agit vraiment sur elle. Un véritable effet nocebo. Pareil, si on te dit qu'un tirage de cartes t'assure que tu réussiras ton examen. Du coup, tu arrêtes de bosser, persuadé que tout est déjà joué. Le résultat, prophétie autodestructrice. Tu sabotes tes propres chances à force de trop y croire. Tu attends que la magie fasse le travail pour toi et tu finis par te tirer une balle dans le pied. Et c'est là que les arnaques se multiplient. Des formations qui promettent de te transformer en grand maître en un week-end. Des sorts payants vendus comme des solutions miracles. Des rituels pour attirer l'argent à des tarifs indécents. Tout ça en jouant sur la vulnérabilité et la crédulité des gens. Mais le plus inquiétant, c'est que certains clients ou pratiquants ne se contentent pas juste de vouloir de l'amour ou du succès dans leur vie. Ces personnes basculent parfois dans la méchanceté et la violence. T'es un monstre! Oh non, ma belle. Crois-moi, je suis bien pire que ça. Il ne s'agit plus seulement de rituels d'abondance ou d'amour, mais de véritables malédictions, des sorts pour nuire aux autres, voire des sacrifices symboliques pour attirer de sombres énergies. Dans leur quête de pouvoir, certains franchissent des limites morales et éthiques, convaincus que la fin justifie les moyens. À ce stade, est-ce qu'on doit vraiment prendre ça à la légère ? Ce phénomène de sorcellerie moderne n'est-il qu'une simple mode ou bien cache-t-il quelque chose de plus inquiétant? Eh bien, il existe des histoires terrifiantes où la sorcellerie et le mal sont vraiment manifestés. Et l'un des exemples les plus célèbres de cette obscurité reste l'affaire des poisons. Une histoire où la sorcellerie, la manipulation et la soif de pouvoir ont plongé la cour de Louis XIV dans le scandale. Imaginez Paris sous le règne de Louis XIV. Un monde de complots, de secrets, de superstitions. Au cœur de ce Paris mystérieux se tient Catherine Monvoisin, surnommée la Voisin, la sorcière de la capitale. Pendant plus de 20 ans, cette femme règne sous les bas-fonds, depuis son antre dissimulé dans un jardin de la rue Beauregard. Elle attire tous ceux qui veulent connaître l'avenir ou éliminer leurs ennemis. D'abord accoucheuse, elle devient avorteuse. Et combien de fœtus a-t-elle enterré ou brûlé dans son four? Elle confesse en avoir fait disparaître plus de 2500. Est-ce que certains ont servi dans des potions en tout genre? Mais le plus rentable pour elle n'est pas de jouer la faiseuse d'ange. Au cœur d'un immense réseau d'alliés de l'ombre, elle oriente ses clients vers des rituels, des conjurations et des rites obscurs. Les rumeurs racontent des messes noires où, dans l'ombre de son antre, des femmes de la cour se couchent nues, offrandes vivantes au diable lui-même. Sur leur ventre, des rituels se déroulent, suivis d'égorgements d'enfants. Leurs petits corps sacrifiés pour honorer le prince des ténèbres. Leur sang innocent se mêle dans des calices macabres où l'on ajoute même le sang de chauve-souris. Parmi les autres faits de la Voisin, on raconte qu'en 1668, elle aurait fourni des filtres à Madame de Montespan, la favorite en titre de Louis XIV, pour éliminer sa rivale, Mademoiselle de la Vallière, et prendre
sa place. Une dizaine d'années plus tard, Montespan aurait à nouveau sollicité la voisin, allant jusqu'à participer à une messe noire pour écarter une nouvelle favorite, Mademoiselle de Fontanges. Love me. Love me. Love me. Love me. Est-ce que le sortilège a fonctionné? Eh bien, en janvier 1680, Mademoiselle de Fontanges accouche prématurément d'un garçon qui ne survit qu'1 mois. Affectée par cette perte, elle souffre de graves hémorragies. Malgré un bref retour à la cour, sa santé continue à se détériorer et sa beauté, son unique atout, s'efface. Louis XIV, peu attiré par des femmes malades, se détourne d'elle. La voisine devient donc bien plus qu'une simple sorcière. Elle incarne une menace occulte, dangereuse pour l'autorité du roi. Elle devient gênante. Il faut l'éliminer. Elle est jugée pour ses faux enchantements et qualifiée d'ennemie mortelle du genre humain. Toujours en 1680, elle est brûlée vive, condamnée pour ses crimes, et plusieurs de ses complices connaissent le même sort. Mais l'exécution de la sorcière n'améliorera pas la situation de la jeune Mademoiselle de Fontanges, qui décédera dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 19 ans. Madame de Montespan n'a jamais été inquiétée, mais est restée marquée par cette histoire sombre, et peu à peu, elle se voit éloignée de la cour. Les preuves disparaissent, brûlées sur l'ordre du roi, soucieux de préserver la réputation de la couronne. Avec cette histoire, peut-on encore prendre la sorcellerie à la légère? Non, bien sûr que non. C'est pas seulement une question de croire ou non en ses effets, car on pourra toujours trouver des explications rationnelles. Mais ce qui est certain, c'est que quand elle est utilisée pour servir le mal, les actes commis au nom de la magie dépassent souvent les limites de la morale et de l'éthique. Qu'on parle d'incantation, de rites sombres ou de malédiction, ces actions révèlent quelque chose de profondément inquiétant sur la nature humaine. Quand le désir de contrôler ou de nuire est là, on voit jusqu'où certains sont prêts à aller. Qu'il y ait une influence démoniaque ou non, il faut admettre que les actes commis sont, eux, bien diaboliques. D'ailleurs, c'est fascinant de voir le nombre de récits de rituels sataniques qui ont traversé l'histoire. Le diable aurait-il toujours été au sommet du pouvoir ? Veillant à ce que tout se déroule comme il l'entend, et même partout ailleurs, influençant l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. J'aborde justement ces légendes et théories dans ma vidéo « Le premier influenceur du monde, le diable », où je creuse un peu plus ces mystères. Avant de partir, j'ai une petite annonce. Dites adieu à ce décor, car c'est la dernière fois que vous me voyez dedans. Je quitte mon appart. Peut-être qu'on m'a vraiment jeté un sort, qui sait. Encore merci à Nextory qui a sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon lien, vous avez 45 jours gratuits. Checkez la description pour plus d'infos. Et on se retrouve tout de suite dans la partie 2 de cette vidéo sur le diable, ou sinon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.